Pour l'amour et la guerre, je reçois Julien Rochedy. Bonjour Julien Rochedy. Bonjour Martial. Vous êtes homme politique, youtubeur, spécialiste de Nietzsche, écrivain, influenceur. Comment dois-je vous présenter concrètement ? Alors sûrement pas comme homme politique, c'est fini depuis bien longtemps. Je dirais entrepreneur, influenceur. C'est comme ça que les journalistes nous appellent aujourd'hui, influenceurs de la haine. Alors appelez-moi comme ça, influenceur de la haine. Alors dans votre livre, L'amour et la guerre, vous apportez une réponse aux féministes. Et je vous invite à acheter cet ouvrage directement sur le site de TV Liberté, dans la boutique officielle de TV Liberté. Pouvez-vous m'assurer que ce ne sont pas là, dans ces 200 et quelques pages, 230 pages, les grognements d'un homme frustré, et si j'en crois d'ailleurs quelques féministes, le point de vue d'un masculiniste, d'un misogyne, d'un sexiste qui a peur des femmes, ou qui est inquiet de sa virilité ? Si c'est exactement ça, en fait, j'ai retranscrit mes frappes sur ma poitrine et mes borborigmes qui sortent tout droit d'une caverne dans un livre parce que j'en peux plus des femmes et des féministes que je vois à la télévision. C'est comme ça en tout cas qu'elle caricature évidemment tous ceux qui essayent de critiquer un petit peu leur discours. Je ne peux pas vous certifier que je ne sois pas frustré sexuellement, malheureusement, parce qu'il faudrait que je vous apporte des preuves qui seraient interdites sur TV Liberté et interdites de moins de 18 ans. Mais enfin, non, il ne s'agit évidemment pas de cela. Au contraire, ce livre est je l'espère, en tout cas, une déclaration d'amour pour les femmes. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit qu'on ressentait à sa lecture. J'aime les femmes et précisément, pour cette raison, je pense que le féminisme idéologique, qu'il faut bien distinguer d'un féminisme qu'on pourrait appeler éventuellement plus pratique, eh bien je pense que ce féminisme idéologique nuit aux hommes, aux relations hommes-femmes et aux femmes en définitive elles-mêmes. On va rentrer dans ce distinguo que vous faites entre, vous venez de le dire, un féminisme pratique, par exemple celui qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes au travail, dans les salaires, etc., etc., et puis ce que vous appelez le féminisme idéologique. Et pourtant, je me suis dit à la lecture de cette vision que le féminisme pratique que vous évoquez, et dont vous dites même qu'on peut le placer au rang d'humanisme, c'est le terme que vous utilisez, il a néanmoins été arraché de haute lutte par un féminisme idéologique, comme Olympe de Gouges, par exemple, dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Non, moi je pense que ce qu'on appelle féminisme, ce que j'appelle féminisme pratique, qui ne devrait d'ailleurs même pas s'appeler féminisme, en effet, qui pourrait s'appeler humanisme, est en fait un effet de la longue tradition européenne, parce que c'est un effet historique de notre culture qui a toujours respecté les femmes et qui les a toujours portées au nu. Et en fait, d'ailleurs, les moments dans l'histoire où les femmes ont connu la soi-disant oppression, la prétendue oppression dont on parle aujourd'hui, sont des périodes assez courtes dans l'histoire, qui sont très circonscrites et qui appartiennent d'ailleurs pour la plupart au 19e siècle. Ouais, c'est ce que vous dites, Je 19e déteste siècle. le 19e siècle pour cette raison. Et souvent, les féministes actuelles, et d'ailleurs tout le monde aujourd'hui, tous les postes modernes, résument l'histoire à ce 19e siècle et au début du 20e siècle, on va dire. Tandis qu'en fait, l'histoire est bien plus longue, en particulier chez nous en Occident, et il y a des moments dans l'histoire où les femmes ont eu énormément de liberté, ont été l'égale des hommes et ont eu beaucoup de pouvoir. Donc en fait, c'est un humanisme et une donnée, un résultat logique de notre civilisation et des rapports économiques aussi aujourd'hui. Le fait que nous soyons passés dans une économie tertiaire qui ne nécessite plus des hommes au travail parce que le travail ne demande plus de travailler dur avec ses muscles, de rester toute la journée dehors dans un champ ou de porter des matériaux lourds dans les industries lourdes du 19e. Donc en fait, c'est un effet de notre civilisation et de la modernité que d'avoir amené les femmes à des droits égaux et à la liberté. Et en fait, finalement, cela n'a rien à voir avec les fameux combats féministes dont on nous rebat les oreilles. Donc vous réfutez l'idée que quand même, aujourd'hui, ce que les femmes ont gagné, notamment en matière de travail, ça ne s'est pas fait par un militantisme, on a trouvé à travers les suffragettes. Non, pas du tout. En fait, tout cela n'est qu'une narration qui s'est écrite sur des mouvements de l'histoire et des mouvements qui, encore une fois, appartenaient à notre civilisation. Et c'est là où le féminisme idéologique est d'ailleurs assez pernicieux, parce qu'en fait, il entre en guerre contre la civilisation européenne et contre ce que nous sommes, contre le fameux patriarcat blanc, sans comprendre que c'est précisément cette civilisation qui a pu porter les femmes aux droits qu'elles ont aujourd'hui. On va rentrer dans ce féminisme idéologique que vous appelez aussi, que l'on appelle aussi néo-féminisme ou féminisme 2.0. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Moi, je l'appelle le féminisme idéologique parce qu'en réalité, il a tout d'une idéologie et se moque bien des femmes et de leur bien-être et de leurs droits et de leur liberté concrète. Alors, vous expliquez à travers l'ouvrage, de manière thématique quasiment, qu'il faut retenir plusieurs postulats, que le néo-féminisme
part de plusieurs postulats et que vous démontez, que vous déconstruisez même, on peut utiliser le terme maintenant à la mode, les uns après les autres. Le premier postulat, et pourtant celui-là, il est rabâché et journée après journée, c'est que la nature n'existe pas. En fait, les différences entre les hommes et les femmes, si j'ai bien compris, ce que disent les féministes, elles viennent des sociétés, ce sont des produits culturels, mais qui n'ont strictement rien à voir avec la nature, quoi. C'est la société qui impose les normes. Oui, en fait, le féminisme idéologique est un enfant de la modernité et pire encore de la postmodernité, dans le sens où c'est une négation de la nature humaine, il n'y a aucune essence et tout est construction, tout est autoconstruction de l'homme et donc le fait social est ce qui détermine réellement les individus. Évidemment, si du coup on change la société, eh bien on changera également les individus. C'est la thèse depuis les Lumières qui a fait beaucoup de mal en Occident. Et en fait, le féminisme n'est qu'un métastase de cette pensée moderne et effectivement, le féminisme l'applique au sexe. Et donc en fait, les sexes n'existent pas dans leur nature. Le fait que nous soyons un homme ou une femme, on le sait bien pour eux et pour elles, n'implique strictement rien. Et c'est la société qui détermine nos genres, notre façon de penser, nos psychologies. Et si les féministes peuvent dire à la limite que effectivement la nature détermine quand même des corps différents, bon, entre un corps de femme et un corps d'homme, il y a encore, à part en centre-ville, il y a encore quelques différences qu'on peut toujours constater. Alors, mais elles disent qu'au niveau de nos cerveaux, là, ceux-ci sont totalement similaires. Or, c'est faux. C'est faux quand on dit cette fameuse phrase on est femme, on ne naît pas femme, on le devient, et donc on ne naît pas homme, on le devient. Ben c'est faux. Dans les grandes tendances, c'est-à-dire pour 80%, 60 à 80% de la population, on retrouve des grandes tendances dans le sexe féminin et dans le sexe masculin en termes de psychologie, en termes de réflexes. Et aujourd'hui, tout cela est entériné par la science. Et c'est ce que j'ai fait vraiment un gros travail dans la partie nature pour montrer toutes les différences hommes-femmes qui sont constatées par la science. Et c'est très drôle d'ailleurs de voir aujourd'hui que les féministes sont très souvent du côté des obscurantistes et des gens qui rejettent absolument la science. Parce qu'elles ne veulent pas voir les derniers résultats, encore une fois, et toutes les vérités qu'il faut être capable de regarder en face. Nous avons bien des grandes tendances en nous qui nous déterminent en fonction de nos sexes, ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas libres. Au contraire, la vraie liberté, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui en nous détermine, le gros animal, pour parler comme Platon, qui existe encore au fond de nos entrailles, et une fois qu'on l'a regardé en face, qu'on a compris, qu'on le sait, là on peut éventuellement atteindre une liberté réelle, plus grande, c'est-à-dire une véritable qui part d'une conscience de soi. Tandis que le féminisme et la modernité nous expliquent qu'on obtient la liberté en niant tout ce qui en nous a encore raison, et a encore une puissance. Alors c'est un piège absolu. Est-ce que ça n'entraîne pas des choses absolument ahurissantes? Par exemple, aujourd'hui, on nous explique que s'il n'y a pas de déterminisme, en fait, un garçon peut devenir une fille et une fille peut se ressentir comme un garçon. Vous dites, s'il y a ce déterminisme, on va vers des échecs, vers le chaos pour ces enfants-là? Oui, il y a déjà eu beaucoup d'histoires montrant que des gens complètement fous ont changé le sexe de leur enfant très jeune parce qu'il, je sais pas, un petit garçon a porté une robe ou quelque chose comme ça. Donc d'un coup, tout de suite, c'est une femme, donc on va entamer un processus chimique pour lui faire changer de sexe. Et puis s'apercevoir qu'après, c'était une catastrophe parce que c'est pas parce qu'un petit garçon veut éventuellement porter une robe que après, quand il passera par l'adolescence, qu'il va avoir des taux de testostérone qui vont justement lui arriver de plein fouet et qui vont le masculiniser un maximum. Que il voudra toujours être une femme. Donc oui, le changement de sexe chez les enfants amène souvent des catastrophes et est totalement inhumain. Alors ce que je dis quand même, c'est que les grandes différences sexuelles que j'analyse et que je présente dans mon livre s'appliquent sur une grosse majorité de la population, mais pas toute la population. C'est-à-dire que toutes les études qui sont faites montrent qu'elles concernent toujours, c'est ce que je disais, 60 à 80% des populations. Donc en fait, la majorité continue de se ressentir à travers le sexe masculin, à travers deux sexes, le masculin et le féminin, mais il faut reconnaître et voir en face aussi qu'il existe des minorités qui sont relativement fortes, parce que 20 à 30% de la population, c'est quand même assez fort. Et donc, on comprend du coup tout ce qu'on entend aujourd'hui quand on entend une femme dire moi je me suis jamais sentie féminine, je supporte pas la féminité, ou des hommes au contraire dire moi les codes masculins, les devoirs d'être un homme et tout ça ne m'a jamais parlé, et je les refuse et je les rejette. Mais en fait, la position la plus intelligente, c'est de dire la majorité existe et il faut
l'accepter, il faut continuer de faire en sorte que cette majorité puisse vivre et exprimer ses sexualités comme elle le souhaite, mais comprendre aussi que les minorités existent et méritent d'être respectées. Or, nous sommes en face de deux camps qui, en général, ne veulent pas se comprendre l'un l'autre. Les minorités disent « la majorité n'existe pas », la majorité n'est que pure construction sociale. Et en face, les plus réactionnaires des majoritaires, si je puis dire, disent « non, la minorité sont juste des malades mentaux, des fous qui méritent d'être éliminés ». Et donc forcément, là, on a deux camps qui ne pourront jamais s'entendre. Moi, ce que je montre, et c'est ce que j'explique dans mon livre, à travers la science, et justement cette étude des grosses majorités et des petites minorités, le fait qu'il existe les deux, et que les deux font bien partie de la nature, c'est qu'il faut être capable de respecter les deux, donc de ne pas être du côté des LGBTistes, genréistes, féministes, idéologiques, qui ont aujourd'hui, qui sont de partout dans les médias mainstream, et qui disent que la majorité n'existe pas, mais être capable, en faisant partie de la majorité, de respecter l'existence des minorités. Alors, il y a un autre postulat que la société a créé, c'est même un système, ce qui s'appelle le patriarcat. Et là, ce patriarcat qui dirige nos sociétés depuis tant de siècles, c'est quand même l'affirmation d'un système qui est totalement illégitime et qui est fondé sur l'oppression des femmes. Je vois bien, parce que vous citez dans l'ouvrage, j'ai vu cela, j'ai failli en perdre ma culotte d'ailleurs, le tweet de Madonna de février 2021 qui résume cette conviction. La chanteuse se plaint sur Twitter d'avoir eu à affronter le patriarcat toute sa vie. Oui, mais ça c'est encore un effet dingue du féminisme idéologique actuel, c'est que... Alors le premier donc, postulat idéologique, vous l'avez rappelé, c'est de dire il n'y a pas de différence hommes-femmes, elles sont le produit de la société. Et le deuxième, le récit qui commence vraiment à entrer dans les consciences de tout le monde, des gamines, des gamins aujourd'hui partout, parce que Netflix, la télévision, à l'école, à l'université, tout ça fait tout pour inscrire en nous ce récit, c'est que voilà, le monde est dirigé par les hommes, le patriarcat, depuis la nuit des temps, c'est un vol du pouvoir d'ailleurs, parce que les féministes idéologiques les plus timbrés racontent qu'à l'époque c'était le matriarcat, et en fait les hommes seraient venus, les hommes indo-européens d'ailleurs très souvent, auraient volé le pouvoir aux femmes et les auraient ensuite mises en esclavage. Et c'est toute une rhétorique qui a aujourd'hui, qui devient malheureusement la pensée unique de l'Occident. Je montre que les choses sont quand même beaucoup plus compliquées que ça, évidemment, et que surtout le système qu'on a appelé patriarcat était le produit des hommes, certes, mais aussi, et peut-être surtout, le produit des femmes. Et je montre qu'en fait, dès la préhistoire, c'était l'intérêt des... remonter à la préhistoire. Je remonte à la préhistoire assez souvent, et je montre, à travers aussi encore les dernières recherches scientifiques, et je montre que le système patriarcal, comme on l'entend, était une stratégie des femmes, et que les femmes s'y trouvaient très très bien, pour plein de raisons. Et que dans ce système patriarcal, les femmes ont toujours pu tirer leur épingle du jeu, ont toujours pu prendre le pouvoir, et c'est pour ça que j'ai un chapitre aussi sur la notion même de pouvoir, qu'est-ce que c'est, et tout cela. Et donc, en fait, à travers donc, la préhistoire et l'histoire, on s'aperçoit que tout ce récit sur le patriarcat qu'on voit partout aujourd'hui, qu'on entend partout aujourd'hui, est complètement délirant. Vous dites à un moment donné, longuement d'ailleurs, ce ne sommes pas des bonobos, ça veut dire quoi ça ? Non, parce que ça c'est un des arguments du féminisme idéologique pour contrer la psychologie évolutionniste que j'utilise beaucoup pour avancer mes arguments. C'est de dire qu'en fait on ne pouvait pas... en fait, elles disent, si vous voulez, dans la préhistoire, les psychologues, ceux qui travaillent en psychologie évolutionniste disent que dans la préhistoire, c'est-à-dire pendant le plus long moment de l'existence humaine, les hommes ont vécu de telle façon que ça a encore une incidence sur la façon dont nous vivons aujourd'hui. C'est la base hypothétique de la psychologie évolutionniste. Et un des arguments que le féminisme idéologique répond à cela, c'est de dire... Non, parce qu'il n'y a pas de déterminisme à la préhistoire, nous aurions pu être autres. Et nous aurions pu, par exemple, vivre comme des bonobos. Et les bonobos sont utilisés parce que, vous savez, les deux primates qui sont les plus proches de nous sont les chimpanzés et les bonobos. Et les chimpanzés vivent sous un système patriarcal assez violent, dominateur, tandis que les bonobos vivent selon une organisation de liberté sexuelle totale, de promiscuité et plutôt pacifiée. Et donc en fait, il y a les chimpanzés méchants, mâles, patriarcaux, et puis il y a les bonobos, société quasi matriarcale, pacifiée, égalitaire, dans une promiscuité sexuelle totale. Et l'idée des féministes idéologiques, c'est de dire, regardez, à travers nos deux cousins les plus proches, selon les darwiniens, eh bien, nous avons choisi d'être des chimpanzés, mais nous aurions pu être des bonobos. Et c'est un rêve qui demeure dans l'esprit humain depuis des milliers d'années. Il y a eu de nombreuses sectes qui s'y sont essayées. L'année dernière ont été les hippies, de dire, essayons de vivre dans des sociétés totalement pacifiques, où l'on échange tout, où il n'y a pas de propriété privée, et on échange tout, surtout les femmes et les hommes, la sexualité. Or, ces sociétés ne fonctionnent
jamais dans l'espèce humaine. Elle s'écroule à chaque fois d'elle-même. Parce que précisément, nous ne sommes pas des bonobos. Et c'est marrant de voir les féministes dire il faut quitter la société patriarcale, il faut quitter donc la société occidentale, la déconstruire, ce qui signifie la détruire, pour revenir à une sorte de matriarcat originel dans laquelle nous vivrions comme des bonobos. Mais tout ça est une absurdité absolue. Pour vous, vous ramenez l'homme dans cette période-là, et jusqu'à récemment, à un pourvoyeur de ressources et un protecteur. Est-ce que ce n'est pas un peu court ? Même si c'est essentiel. Non, je dis simplement qu'à la préhistoire, les rôles masculins et les rôles féminins se sont signifiés de cette façon. Donc le masculin s'est signifié avant tout comme provider, comme on dit en anglais, et protecteur. C'est ça qui donnait une sorte d'emploi au masculin. Et c'est ce qui d'ailleurs crée la crise de la masculinité dont on parle depuis les années 60 déjà, même dans les années 20 d'ailleurs on en parlait déjà, même au 19e siècle en réalité, c'est que les conditions de vie actuelles ont mis au chômage, apparemment, la masculinité. Dans le sens où, puisque les femmes travaillent, elles n'ont plus besoin de l'homme provider qui amène les ressources. Et dans des sociétés pacifiées, où normalement il n'y a plus de guerre et normalement il n'y a plus de danger dans la rue, je dis bien normalement avec ironie, vous voyez où je veux en venir, eh bien l'homme n'est plus utile aussi, puisqu'il n'a plus rien à protéger. Donc par conséquent, quand on désignifie le masculin, eh bien celui-ci se retrouve sans emploi, comme je disais, au chômage, et donc perdu et paumé. Et c'est ce qui aujourd'hui est l'une des causes de la fameuse crise du masculin. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui indiquent que le véritable amour, n'existe que dans l'égalité parfaite entre les deux sexes, hommes, femmes. Or, vous réfutez à toute page cet égalitarisme et vous revendiquez le droit aux différences. Mais en fait, quand on comprend la nature profonde de l'homme et de la femme, et non seulement leur nature, et ce que leur nature entraîne comme idéalisme, c'est-à-dire la féminité et la masculinité, qui sont des projections idéales de choses que nous avons au fond de nous, eh bien, on sait deux choses. La première, c'est que ce masculin et ce féminin sont faits pour se rencontrer, pour procréer, se reproduire. C'est la base de tout, c'est la base de la vie. Et donc, en fait, tout en nous, dans nos entrailles, c'est-à-dire dans notre biologie, comme dans nos cerveaux, c'est-à-dire l'idéalisme projeté de nos entrailles, donc la masculinité et le féminin, en fait, tout est organisé pour nous rencontrer et nous aimer. Or, quand on se met à, la deuxième chose que l'on sait, donc, quand on se met à désignifier et le féminin et le masculin, et à ne plus vouloir non plus se reproduire, et c'est ce que j'explique dans mon livre, qui est le symptôme nihiliste de l'Occident, et qui, à mon avis, est la cause réelle, profonde, psychologique du féminisme et d'un certain nombre de mouvements que nous avons à connaître aujourd'hui. C'est l'absence de désir de reproduction. Nous ne voulons plus nous reproduire, que ce soit à la fois biologiquement comme culturellement, notre civilisation, notre pays, notre patrie. Donc du moment que nous ne voulons plus nous reproduire, il n'y a plus d'intérêt à ce que le féminin et le masculin se rencontrent. Sauf que, puisque nous sommes encore des hommes et des femmes, si nous n'avons plus d'intérêt à nous rencontrer, que pouvons-nous faire ? Eh bien nous haïr, et trouver des raisons de nous haïr. Et le féminisme et le masculinisme d'ailleurs sont des conséquences indirectes de ce non-désir de reproduction. Et donc l'amour, en fait, qui est fait pour la reproduction, n'est possible qu'à travers un pôle assez fort et assez marqué entre le féminin et le masculin. Alors bien sûr, on me dira que des gens qui se ressemblent en tout peuvent s'aimer, et voilà, mais ça existe sans doute. Mais en réalité, ce sont des amours qui souvent ne durent pas, ils sont assez pauvres, tandis que voilà, l'amour du féminin et du masculin est vieux comme Hérode et il continuera encore longtemps. Je cite, les prétentions égalitaristes des féministes butent sur le fait que les êtres humains jouissent, dans toutes les acceptations du terme d'ailleurs, et continuent de jouir de leurs différences. C'est ce que vous venez de dire à l'instant, mais si on suit votre raisonnement, la sexualité hétérosexuelle, elle veut la différence. Et qu'en est-il de la sexualité homosexuelle, elle ? Alors sur l'homosexualité, il y a plein d'études qui ont été faites. Oui, mais bien sûr, mais je vous parlais des minorités qui existent aussi. Et ça, ça prendrait trop de temps pour expliquer aujourd'hui où en est la science par rapport à l'homosexualité, de savoir si elle vient du chromosome ou si au contraire c'est un problème d'endocrine, un problème hormonal dans le ventre de la mère. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, sur une déféminisation pas assez développée du fœtus. Enfin, je parle de tout ça dans mon livre, où j'explique où en est la science par rapport à l'homosexualité. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est là où les féministes sont très hypocrites, c'est que
même elles le disent, il suffit d'aller sur leur forum, elles continuent d'être attirées par des attributs masculins, c'est-à-dire tout ce qui marque le dimorphisme, c'est-à-dire la différence sexuelle. Chez l'homme, eh bien, les poils, les muscles, plein de choses qui marquent un homme, qui le fondent. Elles continuent d'être très attirées par ça, et d'ailleurs même parfois ça les désespère. On voit sur les forums des choses genre je passe mon temps à être attiré par des hommes très virils, voire machos, alors que je suis extrêmement féministe, comment ça se fait, aidez-moi, et tout ça. Donc c'est très drôle. Donc voilà, chez les hétérosexuels, nous sommes attirés par la différence. Donc c'est quand même très paradoxal de dire, alors je veux la différence physique, mais je veux pas la différence mentale. Je veux que nous soyons absolument similaires dans l'esprit, mais je veux juste être excité par une paire de seins chez la femme et des muscles et des poils chez l'homme. Non, la différence, le corps et l'esprit vont de pair, et on ne peut pas être viril de corps sans être viril d'esprit, par exemple. Ou être très féminine de corps et être... Alors, c'est possible, vous me direz, tout est possible dans la nature, mais enfin, c'est plus difficile de ne pas être en accord avec son propre corps. Et les homosexuels, je vous dis, ça fait partie de la nature et c'est encore quelque chose d'autre. Vous dites même qu'il y a des féministes qui acceptent quand même que cette différence, cette attirance virile pour l'homme se fasse, mais dans un temps ponctuel, par exemple seulement au lit. Oui, c'est là où parce que je critique différents ouvrages de féministes actuels qui ont encore une fois tapis rouge dans tous les grands médias, parce que moi je n'aurais jamais, enfin j'ai le meilleur d'entre tous, à savoir TV Liberté, mais j'ai pas les médias mainstream à la télévision. Et j'ai lu par exemple le livre d'Olivia Gazaleh, qui est sur la virilité, qui est une critique absolue de la virilité. Alors c'est très mauvais la virilité, parce que non seulement ça oppresse les femmes, mais ça oppresse aussi les hommes. C'est une injonction qui en fait nous oppresse, le fait de devoir être un homme. Et à la fin en fait il y a cette contradiction extraordinaire, c'est qu'à la toute fin du livre, il y a un petit chapitre sur la sexualité, et elle dit, même pas en creux d'ailleurs, de façon assez explicite, elle dit bon, alors les hommes ne soyez plus virils, mais peut-être qu'au lit, oui, ça peut être intéressant, et il est tout à fait naturel que les femmes puissent être encore attirées par la virilité, donc on pourrait l'être au lit, dans le cadre du lit conjugal, ou pas forcément conjugal d'ailleurs, dans le cadre de la chambre à coucher en tout cas. Alors là on pourrait être viril, mais dès qu'on sortirait du lit, alors là il faudrait appuyer sur une touche et dire là je ne suis plus viril. Mais c'est absolument stupide, surtout quand on connaît d'ailleurs comment fonctionne en général la sexualité féminine, qui est très influencée par l'extérieur et par tout ce qui précède précisément la chambre à coucher. Donc une femme ne peut pas se dire tiens je vais être excitée par un homme qui sera viril au lit alors qu'il ne l'est absolument pas lors du dîner qui l'aura précédé. Notre propos, et votre propos, pardon, prend un tour, mais notre propos va prendre un tour aussi assez politique. Là, il y a vraiment des choses intéressantes dans l'ouvrage qui touchent vraiment à la politique. D'un seul coup, vous dites, cette non-distinction entre les deux sexes, cette négation de la distinction entre les deux sexes, c'est une ingénierie sociale de type totalitaire. Et puis vous ajoutez un petit peu plus loin que les récits du féminisme idéologique ne sont que la répétition du discours marxiste. Et puis vous y allez de votre petite phrase, les femmes sont au féminisme ce que les ouvriers étaient au communisme, c'est-à-dire un matériel et un prétexte. Là, on est dans la politique. Vous n'êtes plus un homme politique, mais vous ramenez tout à la politique. Néanmoins, où est-ce que ce sont les féministes qui ramènent tout ? Non, mais sans le savoir, le discours idéologique féministe actuel est très très proche d'un marxisme de bas étage, bien sûr. Je ne parle pas de la philosophie marxiste qui est quand même importante et de haut niveau. Non, le marxisme, rabâché, c'est-à-dire le marxisme de la lutte des classes, le marxisme du ressentiment, celui qui s'est imposé chez les gauchistes, et le féminisme ressemble énormément dans le discours et dans la construction intellectuelle à ce marxisme-là. Et je fais toute une comparaison sur plein de points en montrant que vraiment, en tout et pour tout, le féminisme idéologique ressemble énormément au marxisme. C'était donc une sous-culture marxiste, c'est une métastase même d'un marxisme qui aujourd'hui est mort. Voilà, c'est plus qu'une deuxième, parce que vous faites des lignes avec à chaque chose, marxisme, féminisme et le rapprochement. Et vous voyez à quel point ça se ressemble, c'est assez impressionnant. C'est assez vrai. Est-ce qu'au final, après avoir lu votre livre, on peut se dire que, sur un ton un peu provocateur, vous me pardonnerez, mais que les problèmes actuels des femmes viennent essentiellement des hommes comme vous, c'est-à-dire non féministes ? Si vous n'existiez pas, en fait, voilà, les bonobos seraient au pouvoir et les chimpanzés n'existeraient plus. Non, c'est ce que je dis justement, c'est que ce qui me fait peur, c'est qu'à vouloir déconstruire l'homme occidental, les féministes idéologiques, quand je dis féministes, ce ne sont pas que des femmes, beaucoup d'hommes aujourd'hui tiennent ce discours. Tous ceux qui participent de ce discours,
supposons qu'ils y parviennent, supposons qu'ils se débarrassent enfin de l'homme blanc, patriarcal, occidental. En fait, elles se débarrasseront de la masculinité, donc telle que nous on le conçoit en Occident, elles se débarrasseront des chevaliers, des gens qui veulent être des gentlemen et des chevaliers, et elles se retrouveront en face de barbares. Donc ce n'est absolument pas dans l'intérêt des femmes que de déconstruire l'homme blanc occidental. Au contraire, d'ailleurs, beaucoup de femmes quand même aujourd'hui, heureusement, rejettent ce discours-là, et sont très heureuses, au contraire, d'être toujours face à des hommes, des Français, des Européens, qui continuent de se construire dans un idéal masculin qui nous vient des temps passés et qui a toujours une pertinence pour aujourd'hui. Est-ce que vous parlez de pertinence, est-ce que vous pensez que c'est pertinent une démarche comme le collectif Némésis, qui se définit comme féministe? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est cohérent ou est-ce que ça participe à la réplique des féministes idéologiques? Non, c'est aussi une arme rhétorique. C'est comme, on me l'a reproché quand je dis que je suis favorable à un féminisme dit pratique, c'est-à-dire un féminisme simplement de gens qui s'intéressent au sort des femmes, qui veulent améliorer leurs conditions de vie, leur maternité, tout ça. Enfin, ça a toujours existé, cela. C'est ce que j'appelle un féminisme pratique. Alors on me dit, mais n'emploie pas ce mot féministe parce que vraiment il est trop marqué à gauche, trop marqué chez nos adversaires. Bon, moi je dis oui si vous voulez, mais aussi c'est un mot qui résonne bien dans l'esprit des gens. Et quand je dis des gens, je ne parle pas des gens politisés. Je parle à ma maman, le féminisme c'est de respecter les femmes. Et pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Donc non, les Némésis ont raison je pense, de mon point de vue, de reprendre ce terme féminisme en montrant qu'on peut défendre les femmes sans faire sien toute la rhétorique marxiste, justement. Est-ce que vous n'êtes pas à l'exemple d'un de vos personnages? Il y a deux moments dans le livre qui sortent un peu de l'étude scientifique ou de l'étude même philosophique. C'est à la fois une rencontre entre Paul et Victoire, et un récit qui est un peu à part finalement, même s'il est dans l'ouvrage, et puis aussi votre cas personnel. Sur lequel on peut revenir en 2 secondes, puisque vous expliquez, avec beaucoup de pudeur, votre relation avec une femme syrienne. Vous êtes allé en Syrie, vous avez fait un reportage, qui a d'ailleurs été celui de TV Liberté, sur la femme syrienne, pour démontrer qu'elle n'était pas dans l'état d'esclavage dont certains voulaient qu'elle fût au moment où on parlait de la guerre en Syrie. Et pourquoi vous êtes cru d'expliquer votre vie avec Dima? Pourquoi c'est dans votre ouvrage? Parce que j'ai voulu terminer sur une note personnelle. J'aime bien déjà les essais qui arrivent à conjuguer, bien sûr, des choses qui sont plus propres à l'essai, des démonstrations. Et puis, j'aime quand l'auteur met du sien, met de soi dans des livres. J'ai toujours aimé ça, donc puisque j'aime lire ça, je me suis dit que j'allais aussi le faire quand j'écris. C'est un hommage à la femme que vous faites à travers elle. Je crois. Et puis, en fait, c'est quelqu'un qui m'a marqué et c'est quelqu'un avec qui j'avais... Au moment où je créais Major, qui m'a jeté dans le bain du combat avec les féministes, c'était un moment où je discutais beaucoup avec cette femme. Et donc nous avions beaucoup de discussions autour du féminisme. Et je me rappelle son mépris absolu qu'elle avait des féministes occidentales. Et surtout son incompréhension face à leur désir de déconstruire les hommes, justement, et la masculinité et la féminité. Et je montre qu'elle, face aux islamistes, son combat, c'était justement de défendre à tout prix la féminité qu'elle n'aurait pas pu avoir sous les islamistes qui étaient en guerre contre l'État syrien, et que elle, en fait, la liberté de la femme pour elle, c'était de défendre la féminité et de défendre la masculinité parce que c'était son père, c'était ses frères, c'était ses cousins qui la défendaient. Et donc pour elle, elle avait un amour fou du masculin et un amour fou du féminin, et c'était ça la vraie liberté de la femme. Et donc je trouvais que c'était une conclusion assez sympathique de décrire cette femme et de décrire donc mon histoire avec elle dans un livre sur la féminité et la masculinité. Et puis vous avez 2 personnages, j'y reviens, Paul et Victoire, avec un échange amusant d'ailleurs, mais Paul devient... C'est amusant, je trouve ça triste. Oui, amusant dans la façon de l'écrire, triste dans la façon où l'évolution fait que Paul devient excédé par les discours victimaires des féministes, et qui lui apparaît ce discours comme odieux, absolument insupportable. Et je me suis dit, à un moment donné, Paul, c'est Julien, et finalement, c'est vous, quoi. Vous êtes finalement un masculiniste, un incel, comme on dit, de la pire espèce. Même si vous criez qu'on n'est pas des oppresseurs, c'est ce que vous hurlez dans l'ouvrage, on n'est pas des oppresseurs. Non, cette question est extrêmement provocatrice, évidemment. Non, elle n'est pas provocatrice, je la pose. Est-ce que Paul, c'est Julien, après tout
Ce sont des prénoms qui... Non, justement, c'est tout l'inverse. Je montre, enfin non, c'est absolument l'inverse de ça. Je montre la vie de Paul. Du coup, Dima pouvait venir cacher Paul. Non, pas du tout. Je montre l'exemple. J'écris l'histoire imaginaire de deux personnes, une femme qui vient travailler à Paris et un homme qui vient travailler à Paris, donc dans le centre-ville d'une capitale européenne, un centre-ville d'une grande capitale, et je montre que leur parcours les amène nécessairement, et l'un et l'autre, alors pour Victoire vers le féminisme idéologique le plus radical, et pour Paul vers une haine des femmes, vers une misogynie claire et nette, affichée, et donc un masculinisme de type incel. Je montre qu'en fait, la société postmoderne, les conditions de vie actuelles nous mènent vers cela. Incel, c'est-à-dire une personne qui est célibataire, alors volontaire ou involontaire, et qui a un énorme ressentiment vis-à-vis des femmes. Et son ressentiment vis-à-vis des femmes se porte d'autant plus vers les féministes qui sont comme des troupes de choc des femmes qui l'exécrent. Ça, c'est l'inversion des choses. Vous finissez par dire finalement que ce sont les féministes qui créent les conditions de la guerre. Non, pas du tout. Non, vous m'avez mal vu. Ils font la guerre aux hommes. Je montre que c'est la société, justement, la façon dont nous vivons aujourd'hui qui nous amène et l'un et l'autre sur des positions pareilles. Et que justement, nous trompons totalement, les féministes comme les masculinistes, à penser que l'adversaire, c'est l'autre. Donc, alors, les féministes participent de cette guerre. Comme les masculinistes, c'est un piège dans lequel nous tombons tous les deux. Enfin, les deux sexes tombent aujourd'hui. Et je montre que non, il faut comprendre que les conditions de vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire la désignification du masculin, la désignification du féminin, une vie de domestiqué, une vie en centre-ville qui ne peut pas donner le bonheur aux hommes, eh bien, cette vie-là entraîne les idéologies mortifères et nihilistes. Et il faut en sortir, et on s'en sortira non pas en se détestant les uns les autres, mais au contraire en trouvant des choses. Donc c'est une écologie sexuelle qui nous permet de trouver à nouveau un projet commun qui fasse que nous ayons besoin à nouveau l'un de l'autre. Face au nivellement des sexes, vous prenez donc l'écologie sexuelle. Je ne vous connaissais pas écologiste, c'est quoi l'écologie sexuelle? Si, je suis de plus en plus écologiste. Vous savez, au sens premier, l'écologie au sens littéral, c'est la science de la maison. C'est donc la maison, le foyer. Donc il n'y a rien de plus à droite en réalité que l'écologie. Et l'écologie sexuelle, c'est une écologie qui, en fait, regardez, l'écologie actuelle passe son temps à nous dire qu'il faut sauver la nature, mais passe son temps également à nier la nature qui est en nous. Or, on ne pourra sauver la nature qu'en comprenant la nature en nous, en l'acceptant et en apprenant même à l'aimer. Donc, en essayant justement de retrouver ce qui est de naturel en nous, donc une part sexuelle extrêmement marquée, eh bien, nous nous réconcilierons avec la nature en nous et donc en fait aussi avec la nature autour de nous. Donc, l'écologie sexuelle, c'est cela, et c'est aussi façon de dire que, comme il est dit dans Saint-Exupéry dit dans Citadelle que pour réunir les hommes, il faut leur donner une tâche, il faut leur donner un projet en commun. Et au contraire, on pense aujourd'hui que pour les réunir, il faut leur distribuer des bénéfices. Sauf que quand on distribue des bénéfices d'une société, eh bien les gens se divisent autour de cela, autour du gâteau en réalité. Si on veut unir les êtres humains, il faut leur donner une tâche en commun. Eh bien pour les sexes, c'est la même chose. Donc, retrouver la nature en nous signifiera retrouver le désir de nous reproduire à tout niveau, biologique, génétique, enfin faire des enfants, mais aussi culturel, civilisationnel. Et quand on aura retrouvé ce désir-là, ce désir naturel, eh bien, on retrouvera le désir de l'autre. Et donc, le féminisme et le masculinisme disparaîtront avec cela. Merci beaucoup, Julien Rochdy. Alors, vous retrouvez l'ensemble de ces propos, bien plus dans L'amour et la guerre. Je vous invite vraiment à passer par la librairie officielle de TV Liberté sur le site TV Liberté pour vous le procurer. Toute dernière question, parce que ce livre va venir à côté de l'ouvrage que vous avez consacré à Nietzsche et qui a été une des meilleures ventes d'ailleurs de la boutique officielle de TV Liberté. Nietzsche c'était qui vis-à-vis des femmes? Est-ce que c'était un misogyne à qui l'on doit dans Ainsi parlait Zarathustra, c'est cette phrase fameuse « Tu vas voir les femmes, n'oublie pas ton fouet » C'est une femme qui dit ça à Zarathustra. Oui, mais néanmoins, c'est quand même Nietzsche qui l'écrit. Et deuxièmement, sinon, j'ai trouvé dans Humain, trop humain, cette phrase, la femme parfaite est un type plus élevé que l'humanité de l'homme parfait. Plus élevé. Qui était Nietzsche? Vis-à-vis des femmes... C'est un misogyne. Non, enfin, aujourd'hui, il serait considéré évidemment comme un misogyne, mais non, il ne l'était pas. C'était quelqu'un qui avait un immense amour pour la féminité. Il pensait d'ailleurs que la féminité la femme perdait énormément de son pouvoir en abandonnant la féminité et en voulant devenir en voulant devenir des hommes, elles perdaient en réalité leur véritable pouvoir.
C'est quelqu'un qui aurait sans doute apprécié davantage passer du temps avec des femmes. Malheureusement, il a tout essayé avec Lou. Peut-être l'a-t-il embrassé sur le Monte Sacro, et peut-être plus d'ailleurs. Mais non, il était très affable et beaucoup de femmes. Il avait énormément d'amis femmes. Parmi ses meilleurs amis, c'était des femmes. Et toutes les femmes qu'il a rencontrées le trouvaient très gentil, très affable et pas du tout désagréable. Mais bon, c'était un solitaire, donc... Il n'avait pas lu L'amour et la guerre, que je vous invite à lire. Et quand vous l'aurez lu, vous pourrez affronter toutes les Alice Coffin de la planète avec tous les arguments pour les faire taire quelques instants seulement. Merci beaucoup, Julien Rochdy. Merci beaucoup à vous. Merci.